Messieurs, je sais que vous connaissez tous les détails. Regardez bien ceci. Rien de bien compliqué. Il faut détruire les stations radars. Bonjour à toutes et à tous. Après cette brève introduction, je souhaitais vous emmener découvrir aujourd'hui les restes historiques en mer d'un avion américain de légende considéré comme le meilleur de sa génération et abattu sur nos côtes varoises lors du dernier conflit mondial. Ceci s'est déroulé justement lors d'une attaque à basse altitude d'un objectif, un special target comme disaient à l'époque les Alliés, revêtant un caractère essentiel pour le bon déroulement à venir du débarquement de Provence prévu dans seulement 3 jours, nom de code Opération Dragoon. Cette campagne de suppression d'objectifs, initiée depuis le 10 août, sera en fait ajournée pour des questions météorologiques défavorables. Elle sera dès lors confiée dès le lendemain, le vendredi 11 août, au général Cannon qui fera effectuer à ses appareils près de 146 sorties tactiques sur les 12 principales stations radars de la côte méditerranéenne pour ses P-47 Thunderbolt et autres Spitfire. L'objectif de ces missions est très simple, il faut rendre l'ennemi sourd, aveugle et surtout muet. La mission du jour ne sera pas un échec, mais elle ne peut pas être véritablement considérée non plus comme un véritable succès. Et c'est ainsi que rentrera en scène le fameux 332e Fighter Group, basé à l'époque à Ramitelli en Italie. Ils sont ainsi appelés par leur état-major à traiter également les mêmes objectifs que la veille, mais cette fois-ci le mot d'ordre est donné, il faut se débarrasser une fois pour toutes, définitivement, de ces satanés radars allemands sur nos côtes varoises. Surtout qu'à cette date, la plupart des convois de navires alliés commençaient déjà à faire route afin de se rassembler de toutes parts en Méditerranée. Il était donc primordial de pouvoir dissimuler la présence de cette flotte aux yeux et aux oreilles des Allemands. La particularité de ce 332e Fighter Group est qu'il est composé uniquement d'Afro-Américains qui le constituent à tous ses niveaux, du cuisinier en passant par les mécaniciens, bien entendu aux pilotes et aux chefs d'escadrille, tout ceci à une époque où la ségrégation raciale est la norme aux États-Unis. Et bien entendu, cela s'applique également au sein de son armée. Les missions habituellement attribuées à ce groupe étaient essentiellement de l'escorte de bombardiers. Mais en ce 12 août 1944, ils vont enfin pouvoir montrer leur capacité à combattre également en profitant de cette mission de mitraillage à basse altitude. Considérée comme particulièrement risquée, cette mission allait montrer aux yeux de tous, mais surtout auprès de leurs détracteurs au sein de l'armée, de leurs réelles compétences en tant que pilote de chasse. D'ailleurs, toute cette épopée est assez fidèlement retranscrite dans un film qui s'appelle Red Tails, produit par George Lucas en 2012 et dont je vous invite vivement à aller le regarder si vous ne le connaissiez pas encore. La mission du jour, d'une importance stratégique majeure, se concentrera plus particulièrement sur la base radar du Pradé. Il s'agit là de l'ancienne batterie française, appelée la batterie de Kerkeran et rebaptisée la station Troutan durant l'occupation allemande. En effet, cette importance vient principalement de sa localisation. Elle se trouve plus près de la zone du débarquement à venir. Mais la flaque mise en place sur ce site, afin de la défendre ce jour-là, va être d'une redoutable efficacité. Celle-ci justement causera la perte de 2 appareils de ce 332e Fighter Group assignés à cet objectif. L'un d'eux repose toujours actuellement par 54 mètres de fond entre la fourmique de Kerkeran et la pointe d'Escampo Barrio à Gien. Ce sera donc le sujet de ce 12e tuto de site de plongée consacré au P-51 Mustang de Gien. Le P-51 Mustang était un avion de chasse américain conçu par la société North American Aviation, développé dans les années 40, afin de répondre à un besoin urgent de pouvoir opposer un avion performant aux Messerschmitt 109 et autres Focke-Wulf 190. Propulsé au début par le moteur Allison V17010 sur la version C du Mustang qui nous intéresse pour ce tuto du jour, celui-ci n'était pas la version la plus aboutie de cet appareil, et il fallut attendre le moteur Rolls-Royce Merlin
pour que le P-51 devienne enfin le meilleur appareil de supériorité aérienne de son époque. D'une envergure de 11,3 m pour 9,80 m de long et 4,17 m de haut, il était doté d'une très grande maniabilité et d'une impressionnante puissance. En cette belle matinée ensoleillée du 12 août 1944, la compagnie allemande de la Luftwaffe, de la station radar Trutan, pense ses plaies de l'attaque alliée qu'elle vient de subir la veille. La station est encore parfaitement opérationnelle, car les Alliés ont attaqué la veille le nord de la colline, le poste avancé du fort de la Colle Noire, et n'ont donc pas rempli l'objectif du jour. C'est donc tout naturellement que la station Trutan s'attend à une nouvelle visite prochainement. Afin de protéger au mieux ces deux énormes radars Würzburg de détection aérienne, couplés à ses deux Freyas et son Wassermann pour la détection marine, les 9 batteries de flak de 20 mm sont en alerte maximale. C'est ainsi que le destin de notre pilote, le second lieutenant Robert Daniels Jr., âgé seulement de 26 ans au moment des faits, se trouvera à ce moment scellé à tout jamais. Fraîchement sorti de la promotion 43K de l'université expérimentale des pilotes d'origine uniquement afro-américaine de Tuskegee, en Alabama, Robert Daniels rejoint son affectation à Ramitelli au sein du 301e Fighter Squadron, où celui-ci devra y faire ses preuves au cours des futures missions à venir pour y obtenir par la suite le droit de posséder son propre appareil, qu'il sera seulement à ce moment autorisé à personnaliser avec le fameux Nose Art si cher à la tradition des pilotes de l'époque. Certaines d'ailleurs pouvaient être de véritables œuvres d'art, comme pour les légendaires pin-up arborant le nez des bombardiers, réalisés par des artistes connus, ou dessinateurs comme Walt Disney pour n'en citer qu'un, mais cela pouvait être également une simple citation. Quoi qu'il en soit, ceci était laissé au choix et au goût du pilote. Ainsi, pour ses premières missions au sein de l'unité, Robert Daniels décollera ce jour avec un spare, c'est-à-dire un appareil destiné aux jeunes recrues, prévu au remplacement des titulaires momentanément indisponibles pour des raisons mécaniques ou de santé. Et lancé dans une formation de plus d'une soixantaine de P-51 Mustang, livrés à l'armée américaine en juillet dernier, c'est à bord de ce magnifique appareil, le fleuron de sa génération, que les 4 squadrons du 332e Fighter Group des Red Tails partent sur l'objectif qui leur sont assignés. Au sein du 301e Fighter Squadron, Robert Daniels Jr. a pour objectif la destruction de ces fameux radars de la station Trutan avec son ailier, le second lieutenant Alexander Jefferson. Le groupe d'attaque dont ils font partie ne se doute pas encore à cet instant de l'accueil que leur réservent les Allemands. La flaque de 20 mm Oerlikon crible d'impact nos deux avions lors de l'attaque de l'objectif. Touchés tous les deux sur les 4 appareils engagés sur ce raid, Alexander Jefferson, pour éviter de se cracher avec son Mustang baptisé Margot, tentera une manœuvre désespérée sans aucune visibilité dans un cockpit en proie aux flammes et couvert d'huile moteur. Celle-ci lui permettra en l'espace de quelques secondes et élancée à plus de 600 km/h d'effectuer une magnifique chandelle qui lui permettra d'ouvrir sa verrière de façon à se laisser tomber de son appareil et de pouvoir atterrir en parachute dans un arbre quasiment sur la batterie qui venait de l'abattre à l'instant même. Quant à notre pilote, Robert Daniels, pendant ce temps, lui aussi en très mauvaise posture et ne possédant pas encore pour sa part l'expérience du pilotage de Jefferson, qui en était ce jour-là à sa 19e mission, préférera quant à lui tenter sa chance en amérissant au large de la pointe d'Escampo-Bariou à Gien. Car rappelons-le, à cette époque, le siège éjectable n'existait pas encore et la manœuvre effectuée à l'instant par Jefferson exigeait beaucoup d'audace et de sang-froid. Concernant ce sujet, les deux hommes avaient d'ailleurs abordé ensemble l'éventualité de cette question juste avant leur départ pour la mission. Robert Daniels avait évoqué ses grandes craintes quant à exécuter cette manœuvre risquée et semblait préférer celle de l'option de l'amérissage. Justement, pour nous plongeurs, nous ne pouvons que le féliciter pour son choix, qui, soit dit en passant, s'est déroulé sans encombre, car cela nous offre de nos jours l'un des seuls vestiges de ces attaques encore visibles de ce patrimoine historique, doublé d'une magnifique épave à visiter. Au final, ces attaques comprises entre le 12 et le 15 août, pour ces missions préparatoires au bon succès du débarquement de Provence à venir, coûtèrent au 332e Fighter Group pas moins de 8 appareils abattus lors des attaques de ces stations radars. Gardez cela en tête en mémoire des sacrifices consentis par ces pilotes pour nous libérer de l'oppression lors de votre future visite de ce site chargé d'histoire. Allez, fin de la partie historique de ce tuto, elle est assez conséquente, je vous l'accorde. Désormais, place à la partie plongée, et pour cela, je vous emmène découvrir cette épave dans la structure de Christophe de Six au niveau de la Madrague de Gien, afin de découvrir ensemble cette magnifique épave du Mustang. Allez, c'est parti!
L'intérêt premier de venir découvrir cette épave chez Ulysse Plongée, parmi la multitude de structures proposant cette sortie, c'est avant tout de venir faire la rencontre de Christophe de Six, l'inventeur de cette épave, avec son ami Christophe Claparède. En 1987, les deux hommes sont appelés pour dégager le chalut d'un pêcheur local, pris au piège d'un obstacle inconnu dans le secteur est de la Fourmigue de Carqueiranne. Ceux-ci ne tardèrent pas longtemps à s'apercevoir qu'il ne s'agissait donc pas d'une roche isolée, mais bien au contraire de la partie avant de notre appareil qu'ils venaient de découvrir à ce moment-là. Dès lors, le site fut proposé à la plongée loisir, mais une question restait toujours en suspens. Où se trouve désormais la queue de cet appareil incomplet? Une partie de notre énigme était détenue par un chalutier de Sanary qui déclara 2 ans plus tôt avoir déplacé un objet prisonnier de son chalut depuis la pointe d'Escampo Barriou à sa position actuelle. Dès lors, les recherches se concentrèrent dans ce secteur, considéré comme le lieu théorique du crash. Pendant ce temps, c'est en 2005 que l'épave et son histoire fut enfin identifiée définitivement, grâce à ce numéro, le Radio Call Number. Il était fixé sur le tableau de bord de l'appareil. Cette série de chiffres, véritable mine d'informations, nous dévoile l'identité complète et la vie militaire de cet avion. Malgré tout, pour les puristes, il subsistera toujours un léger doute sur son identité. Car comme je vous l'ai expliqué précédemment, Robert Daniels, en tant que jeune recrue, n'avait toujours pas d'appareil attitré. Ainsi donc, ce spare identifié grâce à ses numéros, véritable avion Joker de la base de Ramitelli et perdu dans ce secteur précis, ne peut être qu'en toute logique l'avion abattu ce jour de Robert Daniels. La réalité historique de l'appartenance de cet avion au 332e Fighter Group rendait du coup la réunification de ces 2 morceaux comme indispensable, et ceci a pu être réalisé en 2011. D'autant plus sachant que la queue de ces avions était véritablement symbolique. D'ailleurs, celles-ci sont à l'origine du surnom de l'unité, appelée les Red Tails. Peintes en rouge, elles avaient pour but d'être identifiées aux yeux de tous comme l'appartenance au Tuskegee Airmen du 332e Fighter Group. L'organisation d'une plongée sur le Mustang est toujours délicate. Déjà de par sa localisation dans une zone très fréquentée à la circulation maritime, les courants également, très difficilement anticipables, mais surtout à son exposition au vent dominant qu'est le Mistral dans notre région. Ainsi, comme nous pouvons le conseiller à chaque fois dans ce type de tuto, vérifiez bien votre météo la veille. Vous devrez également bien évidemment être certifié plongeur autonome car la profondeur est de 54 mètres. Possédez également de préférence une déco pour faire vos paliers de décompression. Généralement, pour ce type de plongée en structure, votre temps fond sera environ de 9 minutes pour éviter de rentrer d'une façon trop importante dans la zone de palier. Si toutefois vous aviez la chance de pouvoir réaliser celle-ci en hors structure, 15 minutes de temps fond à l'air est un maximum à planifier, car ce petit dépassement afin de profiter de la magie des lieux vous sera sanctionné bien entendu par plus de 20 minutes de palier. Afin de réaliser cette plongée en toute sécurité, nous insistons sur la présence de déco ainsi que de moyens d'oxygénothérapie à bord. La visibilité sur l'épave est très aléatoire et difficilement anticipable, de par sa localisation sur un fond sablo-vaseux, mais surtout de par votre stabilisation qui doit être ici parfaitement maîtrisée, sous peine d'évoluer très rapidement dans un brouillard de particules, vous gâchant ainsi toute la beauté de cette plongée. Afin de profiter pleinement du site, 2 à 3 plongeurs en simultané sur cette petite épave sont un maximum à respecter. Malheureusement, en dehors du Mustang, l'endroit ne représente aucun intérêt aux alentours. Malgré tout, le sujet est suffisamment photogénique pour pouvoir ravir les amateurs de photos ainsi que de vidéos. Le point fort esthétique de cette épave est sans conteste son hélice quadripale. Celle-ci est tordue et nous indique dès lors que celle-ci était en mouvement lors de l'impact avec la surface de l'eau. Malheureusement, celle-ci a perdu sa casserole à sa base, probablement lors du choc. Le moteur est également bien conservé et ses pipes d'échappement sont encore bien visibles. L'ensemble de cette structure offre d'ailleurs un terrain de jeu privilégié pour les murènes qui s'y faufilent. L'autre point fort visuel de l'épave est la présence de sa verrière fixe qui subsiste avec son vitrage épais. Par contre, concernant la verrière mobile, celle-ci a dû probablement disparaître lorsque Daniels a dû s'extirper de son habitacle. Dans l'habitacle, le tableau de bord est absent, ainsi que le manche à balai. Probablement ceux-ci ont dû être récupérés. Par contre, au niveau du fauteuil du pilote, la bouteille d'oxygène est encore bien présente. Les ailes sont encore en bon état sur plus de leur moitié et possèdent encore leurs 4 mitrailleuses. Malheureusement, au bout de celles-ci, les ravages des encres ont déjà fait leur œuvre. Il serait peut-être judicieux de pouvoir placer ici un mouillage fixe afin de préserver ce patrimoine historique. La cassure de l'appareil se localise directement derrière la cellule du pilote.
ce qui dénote bien la nature d'un amérissage contrôlé. On peut également y constater la place vide du volumineux réservoir en matière souple qui équipait ce type d'avion. Même si l'épave est assez peu concrétionnée sur ce fond de sable pauvre en faune et en flore, il n'est néanmoins pas rare d'y faire de belles rencontres régulièrement entre les rougets, langoustes, chapons, murènes et parfois même les poissons-lunes. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir sur cette très belle épave. Allez, le temps fond imparti pour cette plongée est enfin terminé, il est temps de remonter à la surface. Si cette plongée sur ce type d'avion de légende vous a plu, venez la visiter tant qu'il est encore temps. Néanmoins, sachez qu'il existe un deuxième Mustang sur nos côtes françaises, il se trouve en Corse, près de la ville d'Ajaccio. Eh bien nous revoici à la fin de ce tuto, j'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à enquêter sur cet avion pour réaliser cet épisode. Sachez également qu'au cours de ces recherches, nous avons retrouvé l'histoire des crashs de 6 autres pilotes. Ils faisaient tous partie de ce même groupe et ils étaient tous affectés à ces missions de préparation au débarquement comprises entre le 12 et le 15 août. D'ailleurs, prochainement, je souhaite rendre hommage à ces hommes et à leurs sacrifices dans des épisodes spécifiques qui leur seront dédiés, d'histoires oubliées, où nous reviendrons en détail justement sur leur acte de bravoure qui ont mené à bien, justement, ce débarquement de Provence. Mais il faut savoir malheureusement que ce type d'enquête et d'investigation demande énormément de temps en recherche historique. D'ailleurs, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont pu collaborer au bon succès de ce projet, et notamment particulièrement l'une d'entre elles, Nicolas Courtine, historien et passionné d'aviation, sans qui cette enquête sur le Mustang n'aurait jamais pu être aussi complète. Allez, ce tuto est enfin terminé. Si vous souhaitez encourager cette chaîne YouTube dans son inventaire des plus beaux sites de plongée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en la likant, également en la commentant, mais surtout partagez-la. Et bien entendu, comme je vous dis à chaque fois, bonne plongée à tous et à bientôt pour de nouveaux tutos.